Bien, nous allons passer à la dernière communication. C'est Armando Barriguete Melendez, président de la Fondation franco-mexicaine de la médecine IAP. Médecine IAP. IAP. C'est notre bout de lucratif. Prévention de l'obésité et DEM2 intérêt de la base de données Nutrinet Santé Mexique France. Merci bien d'être ici. Je vais vous parler quelques minutes sur cette plateforme maintenant franco-mexicaine, mais qui a une origine tout à fait française. Bon, on travaille depuis des années pour bien viser des projets français qui ont eu des succès pour amener au Mexique. Oui, et je vais vous parler spécifiquement cette fois-ci sur Nutrinet Santé. Donc, on a travaillé depuis 2014. J'ai eu la chance de travailler avec M. Cordoba. Bon, nous sommes de très bons amis, mais surtout, il nous a permis de travailler au niveau national, parce que c'est lui qui a démarré, pour la première fois au Mexique, en 2006-2007, une stratégie intégrale contre l'obésité. On a, comme en France, on a des enquêtes nationales chaque 4 ans. On a quelque chose qui s'appelle InSanout. C'est une enquête nationale de santé et nutrition dans laquelle on a vu que les montées de l'obésité c'était assez fort et qu'il fallait faire une stratégie spécifique pour l'obésité et les maladies chroniques. Et alors, un des projets qu'on a vu assez important qui existe en France depuis 2000, c'est le PNNS, le Programme National de Nutrition Santé. Ah bon, avant de continuer, il faut savoir qu'on a déjà publié, on vient de publier 2 bouquins dans lesquels l'Académie nationale de chirurgie fait partie, et ces 2 bouquins associés au sujet de l'obésité et troubles de conduite alimentaire. On va vous envoyer des exemplaires, et, il est dans la presse, mais on l'aura dans les semaines prochaines, mais on va vous envoyer parce que vous avez fait partie du projet. Ok, le projet qu'on a trouvé avec un succès énorme, c'est la plateforme qui s'appelle Nutrinet Santé, et que c'est une plateforme qui vise à renforcer la formation associée aux conduites avec des questionnaires internationaux validés pour que les gens comprennent quelles sont leurs conduites de risque, quelles sont leurs conduites saines. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir une grosse base de données pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ces sortes de conduites produisent des effets positifs ou négatifs. Alors, comme vous êtes au courant, il existe une large charge sanitaire des maladies chroniques sur lesquelles les facteurs nutritionnels peuvent avoir un effet délétère ou un effet protecteur. Vous connaissez toutes ces données, les cancers, les maladies cardiovasculaires et l'effet économique. Vous avez fait quelque chose d'assez intéressant en 2001, c'est la création du PNNS pour améliorer l'état de santé de la population en intervenant dans des déterminants et spécifiquement sur la nutrition et activité physique. Et quel est l'objectif? L'objectif de cette recherche, de ce programme, c'est d'identifier les risques liés à la nutrition ou les facteurs de protection impliqués dans les facteurs étiologiques des différents résultats sanitaires. Oui, les maladies chroniques, le processus corporel important, la qualité de vie. Avec cette plateforme, on peut explorer, oui, quelles conduites associées à la nutrition visent à développer des maladies chroniques ou sont associées au processus corporel important. Ça va nous permettre d'élucider des mécanismes sous-jacents, biomarqueurs, des paramètres intermédiaires, pour mieux comprendre les déterminants des comportements alimentaires qui incluent l'activité physique
et qu'on peut connaître en détail les facteurs socio-économiques, psychologiques, culturels et sensoriels. Parce que les enquêtes nationales, comme vous savez, c'est une coupure transversale, n'est pas nominative, et on le répète, et ce sont des résultats qu'on essaie de comprendre et on associe, on fait des tendances pour comprendre vers quelle direction c'est la population qui bouge. En France, les groupes de Paris 13, ils ont fait beaucoup de méta-analyses, des études transversaux, des études randomisées pour savoir quels sont des questionnaires ou quelles sont des façons ça peut fonctionner pour avoir un suivi assez grand ou des grandes populations sur les conduites. Actuellement, les études français, ils sont déjà 51 publications de moyenne et haut impact. Et alors on a décidé de travailler ça. Pourquoi? Quelques données vite. La prévalence de surpoids et obésité au Mexique, c'est très très lourd. Vous voyez, ça c'est l'enquête 99, 2006 et 2012. Mais vous voyez qu'entre les mineurs de 5 et 11 ans, l'obésité est plus de 15%, 14%. Obésité. Et surpoids, c'est près de 20%. C'est-à-dire, nos enfants, ils ont des problèmes sévères de surpoids et obésité, mais aussi les plus âgés, oui. Ça monte jusqu'à 22% de surpoids, et pour obésité, c'est presque 14%. Mais si on veut être un peu plus inquiet, chez les adultes, c'est pire. Oui. Vous voyez, je vous montre ça, et comme ça, vous savez pleurer avec les Mexicains. Oui. Regardez, oui, 70%, ils sont des surpoids et obésité, et 73% chez les femmes. C'est-à-dire c'est un problème urgent. Et quelque chose qui est important, c'est les données relatives au coût économique de l'obésité. Quand le ministre Tomboba, il a suggéré de monter, de créer tout un programme sur l'obésité, comme ça n'existait pas au Mexique au moment-là, en 2006, on a dû y aller chez les conseillers du président et lui montrer les coûts économiques. Et au Mexique, on parle des dépenses catastrophiques. Ce n'est pas seulement des dépenses urgentes. Pourquoi? Parce que pour 2008, oui, les coûts totaux de l'obésité étaient de 3 305 millions d'euros. Oui, mais s'il y aura cette tendance, on va monter jusqu'à 7 750 millions d'euros. Et on peut arriver jusqu'à 10 100 millions d'euros. C'est-à-dire, ce sont des quantités incroyables. Et comment est-ce qu'on a fait cette analyse? Les coûts directs annuels, c'est sur les soins de santé par les systèmes des 14 complications résultant des 4 maladies liées à l'obésité. Seulement, on a pris 4, que c'est la diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et l'arthrose. Oui, ça c'est les coûts directs. Les coûts indirects, c'est la perte de productivité due à la mort prématurée dans la population en âge de travail, provenant des mêmes 4 maladies liées à l'obésité. Alors, avec ces coûts-là, on voit que c'est vraiment un problème majeur de santé. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire un accord important avec l'Académie nationale de médecine, mais qui est aussi l'idée de la présentation, c'est d'associer l'Académie nationale de chirurgie au projet, avec la CONAGO. Oui, c'est la Commission nationale des gouverneurs au Mexique. On a un accord avec tous les gouverneurs du Mexique, et la Fondation franco-mexicaine pour la médecine, de faire notre net, une stratégie de chaque État, mais en même temps faire une stratégie nationale un jour, mais d'abord dans chaque État. Et ce monsieur, le gouverneur, mais dans un moment donné, il était le président de la commission de santé de tous les gouverneurs du Mexique.
Alors, qu'est-ce que c'est intéressant? C'est qu'actuellement, on travaille avec la France et avec des institutions très solides. Mais au Mexique, on travaille avec 5 instituts nationaux de santé. Et chaque institut il travaille sur un domaine, sur une spécialité, pour mieux comprendre. Oui, c'est-à-dire, on a l'Institut de nutrition qui travaille sur la diabète, l'Institut national de psychiatrie sur la dépression, l'Institut national de cardiologie sur la hypertension artérielle. Et alors, chacun, il devient un expert pour la recherche. Et on va travailler avec quelques États, on travaille avec des universités, et on travaille avec les instituts de la sécurité sociale, IMSS, et aussi avec le ministère de la Santé. Et aussi, on est associé des universités. L'UNAM, c'est la grosse université, vous connaissez très bien au Dr Gravey, qui vient de faire partie de l'académie, mais aussi l'Autonome de Guadalajara et l'Université de Montemorelos. Alors, les objectifs, c'est de générer un système d'information, oui, une base de données dynamique de la population dans laquelle on soit capable de découvrir des habitudes saines et à risque, d'étudier la relation entre les apports d'énergie, nutriments, les aliments et les comportements alimentaires et l'activité, pour la mortalité globale, pour l'incidence par exemple d'hypertension, surpoids, obésité, pour la qualité de vie, mais aussi des études sociologie, écologie, culturelle sur les déterminants des comportements alimentaires. On a des questionnaires validés sur différents sujets. On a associé ou on a augmenté, parce qu'on peut augmenter des questionnaires, et on a augmenté des questionnaires associés au sommeil, aux conduites de risque, et on est en train d'étudier si on va associer aussi un questionnaire associé à la spiritualité. Oui. On a des chercheurs qui veulent aussi étudier ça, alors on est en train d'avoir une discussion sur le sujet. Ça, c'est la page française. On suit les mêmes indicateurs. Et ça, c'est les côtés très intéressants associés à la nutrition. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que les gros, ils disent qu'ils mangent très peu, et les très fins, ils disent qu'ils mangent tout le temps. Mais ce qu'on a compris depuis des années, c'est que les gros, oui, ils mangent très peu, mais de ce côté. Et les gens en poids, ils mangent plusieurs fois par jour, mais de ce côté. Et ça qu'on a vu que pour bien décrire les montants d'alimentation, il faut associer en photo, oui, à l'intensité calorique. Et de cette façon, les gens, parce que si on parle des portions de 5 grammes ou des pièces, on n'est pas clair sur comment est-ce qu'il faut décrire notre alimentation. Et avec les photos, il y a eu des études qui ont montré que c'est beaucoup plus facile avec des photos, parce que les gens, ils peuvent choisir par rapport à leur portion, et ils peuvent choisir entre ces 3 portions, mais ils peuvent choisir ici et ici, alors il a 7 différentes portions à choisir. Au Mexique, on a eu des très bons résultats parce qu'on a pu mettre dans une seule base de données toutes les bases de données associées aux aliments qui existent au Mexique, qui n'étaient jamais mises dans une seule base de données. Alors, on travaille sur ça. On a pu associer aux différents docteurs qui ont fait des photos associées à la nutrition. Et ça, c'est un petit exemple. Par exemple, dans l'Institut national de périnatologie, ils sont très intéressés pour travailler cette plateforme aux côtés du problème de préclampsia, au problème de l'obésité dans la grossesse. Et alors, chaque institut, il aura sa ligne de travail. Et on fait une cohorte longitudinale prospective pour la population mexicaine. Et on a décidé, pas comme en France, mais notre première population à travailler, c'est les médecins. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler avec les médecins et nos familles, avant de travailler avec les patients. On va travailler avec les profs de ces universités et leurs familles, avant de travailler avec les élèves. Oui, ça c'est la première population. La deuxième population, c'est les élèves et les patients.
La troisième population, c'est l'invité d'école, de recherche, qui puisse s'en servir de cette plateforme. Et la quatrième étape, c'est de lui rendre dans la population générale. Merci bien. Merci beaucoup. Je crois que c'est un problème que nous avons aussi en France maintenant, peut-être moins important, mais déjà assez net et assez développé. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce sujet? Alors, simplement, je voulais dire qu'au Grand Palais à Paris, il y a jusqu'au 30 janvier une très belle exposition qui s'appelle Mexico et qui est les beaux-arts, c'est-à-dire peinture et sculpture, au Mexique de 1900 à 1950. Merci bien. On adore ce mélange. C'est le Petit Palais au Grand Palais. Grand Palais. Grand Palais Mexique, on adore ça. Merci. Je voudrais te poser une question, si vous me permettez, sur la mise en route de quelque chose qui est en train de démarrer en France et qui s'est fait à l'instigation du Mexique, ou tout du moins en accord avec le Mexique. C'est la mise en place du code couleur, des fameux codes couleurs alimentaires sur les aliments dans les marchés publics ou dans les grands magasins. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot là-dessus? Oui, ça c'est très intéressant parce que normalement, dans les codages associés à la nutrition, on vise seulement aux calories. Oui. Et cette nouvelle façon de faire comprendre les gens, ils ne visent pas seulement aux calories, mais ils visent aussi aux fibres, oui, on vise aussi aux vitamines, avec l'idée que les gens soient beaucoup plus informés. L'idée derrière cette nouvelle forme de codage, c'est de faire passer à la population d'une société de l'information à une société de la connaissance et de l'éducation. Parce que c'est vrai que toutes les industries, toute l'alimentation industrialisée, il est visé pour se vendre, pas pour rendre les gens un peu plus sages et avec beaucoup d'informations pour bien choisir. Et c'est la même équipe de Nutrinet qui a développé ça après avoir utilisé cette plateforme avec 70 000 usagers qui ont validé que c'est la meilleure façon de comprendre un codage alimentaire. Nous sommes dans la première partie, on est en train de monter la plateforme, mais on a comme objectif aussi voir si est-ce qu'on peut valider cette sorte de codage alimentaire associé au l'eau. À propos de votre question, c'est pas facile parce que les industriels n'acceptent pas de mettre en couleur qui peuvent d'abord montrer que le produit peut être dangereux. Ils ont met de rouge, ça veut dire ne mange pas trop, on ne mange pas. Alors, et ça, on s'est battu avec les industriels chez nous. Et d'abord, pour retirer les produits qui avaient trop de calories, sucrés, graisse, tout ça, des écoles, parce qu'avant, on vendait du Coca-Cola et des frites et tout ça dans les écoles primaires. Alors ça, on ne s'étonne pas d'avoir des enfants gros, parce qu'ils pouvaient manger tout ça. Mais c'était pas facile. Hein. J'étais tout au point d'être battu comme ministre. Mais j'ai pu rester, mais finalement, pour arriver à mettre ce type d'information sur des points qui sont bien compris pour la population. Si est rouge, ne mangez pas trop. Si est jaune, vous pouvez manger un peu. Et si est vert, mangez tout ce que vous voulez. Mais les industriels ne l'acceptent pas. Et la force des industriels, c'est énorme. Bien sûr, et oui. Xavier Martin. Pour une étude aussi ambitieuse avec autant de participants, on a vu 500 000 à la fin, ça va à la base de la pyramide. Est-ce que vous avez prévu de vous aider des outils numériques comme des logiciels qu'on a sur nos smartphones pour savoir l'activité physique qu'on a dans une journée, le nombre de pas qu'on fait, ou éventuellement des logiciels qui, en prenant en photo certains aliments, on peut connaître la valeur calorique approximative du plat. Donc est-ce que vous êtes... Oui, oui. D'abord, on a choisi des questionnaires internationaux validés
Et alors, pour l'activité physique, pour donner un exemple, on a pris l'IPAC, oui, c'est les plus souvent utilisés, et on va faire comme dans toutes les recherches, on va mettre 10% oui, des échantillons, des accéléromètres, oui, et aussi des pédomètres, pour voir si c'est vrai que ça qu'ils répondent, de ça qu'ils font. Oui, et deuxièmement, on va s'associer aux quelques apps qui sont en train de développer notre net santé. C'est-à-dire, on va derrière parce que c'est une équipe qui travaille depuis des années et qui a beaucoup des applications et on va les suivre. Une autre chose qu'on a vu, c'est qu'on va s'associer au Facebook. Vous voyez, peut-être par nous, le Facebook, c'est un peu... Mais pour la plupart des gens, Facebook, c'est plus important que leur mari. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire... Lors de votre précédente visite en décembre, vous m'avez dit que l'eau était plus chère que les boissons sucrées. Est-ce que vous avez pu lutter pour que l'eau soit moins chère? Bon, je pense, je vais laisser au ministre répondre. Notre fonction, c'est de rendre les gens beaucoup plus à l'aise, autant qu'ils sont beaucoup plus informés, et deuxièmement, qu'ils peuvent utiliser de façon gratuite cette plateforme pour connaître ça que c'est un risque, mais deuxièmement, pour être accompagnés dans leur modification de conduite, si est-ce que c'est ça qui les intéresse. Oui, on a avancé sur les sujets de pouvoir provisionner de l'eau potable partout dans le Mexique. C'est vrai, c'est une question difficile, mais ça arrive. Et un des arguments de l'industrie, c'était comment allez-vous faire pour que tout le monde puisse avoir cette option. Et je lui dis, bon, si vous êtes capable d'amener la Coca-Cola jusqu'au dernier coin du pays, vous êtes capable d'amener de l'eau dans le dernier coin du pays. Et alors, il faut forcer. Bon, maintenant, il existe un impôt pour les boissons sucrées qui a marché, qui a fait diminuer au moins entre 10 et 15% la consommation de boissons sucrées. Mais il manque beaucoup à faire. Oui, et un dernier commentaire. Quand on a fait une stratégie super avec le ministre de Córdoba qui s'appelait 5 pas pour ta santé. C'est bouger, prendre de l'eau, manger des fruits et légumes, Oui. Et quand on a fait le 12e pack, c'était boire de l'eau. On a fait des groupes focaux pour demander aux Mexicains pourquoi est-ce qu'ils ne boivent pas de l'eau et pourquoi est-ce qu'ils n'invitent pas de l'eau quand les gens vont à la maison. Ils ont dit parce qu'on n'est pas pauvre. C'est-à-dire, pour beaucoup de Mexicains, les sodas sont associés à quelque chose prestigieux, associé au sucre. Et maintenant, on leur dit, bon, il faut leur dire aux gens si est-ce qu'ils veulent sortir avec 5 cm plus de ceinture après la visite, ou si c'est bien comme ça. Oui. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre communication, mais je vois qu'on débouche tout de suite qu'on n'a pas envie d'attendre 2027 pour prendre des décisions. Parce que si on attend le résultat de l'enquête pour dire qu'il faut prendre une décision, il y aura encore plus de baisse. Donc ma question, il n'y a pas du tout eu dans cet exposé de prise en charge de l'enfance et des écoles. Je pense que tout va se jouer actuellement, si vous voulez, quand on voit le diabète infantile, quand on voit l'obésité des petits-enfants, et quand on voit les bonbons qui sont vendus, même dans notre pays, à la sortie des écoles, la seule chose qui est dans une boulangerie ou dans un café à côté d'une école, c'est le bonbon qui est près de la caisse. Enfin, c'est la sucrerie au sens large, y compris les boissons. Donc quelle est la stratégie au Mexique, dans la mesure où les écoles posent des problèmes dans l'organisation même géographique du pays, pour sensibiliser ces enfants? Je ne vois pas très bien comment vous y prenez. Ok, bon, et, on parle d'un projet à 10 ans. Mais comme on a la possibilité d'avoir des instituts nationaux de santé, on fait un bilan chaque 6 mois. Oui, et chaque institut travaille leur domaine, mais on le fait transversalement pour l'associer aux autres choses. Deuxièmement, on a décidé de travailler chez les professionnels avant de travailler sur la population, parce que c'est à nous de transmettre les messages, mais on n'a jamais vu si vraiment on comprend les problèmes. C'est-à-dire, si en comprenant les problèmes, ça implique modifier ma conduite. Oui. Chez nous, une grande partie des médecins fument.
Bon, ils sont du tabaquisme positif. C'est-à-dire à quelque chose qui ne colle pas. Oui, et deuxièmement, on a décidé de travailler chez les professionnels et nos familles. Pourquoi? Parce qu'on veut analyser si ce que, en plus, mon nom de famille c'est Barriguete, oui, qui en espagnol direct c'est de la barrigue, du ventre. Oui. Et alors, quand M. Cordova il m'a nommé, parce qu'il était le porte-parole de la stratégie d'obésité, la première fois que je suis sorti aux médias, ils ont dit les stratégies de Cordova c'est magnifique, mais il faut faire maigrir votre nom de famille. Et alors, bon, oui. On va travailler chez les profs pour travailler après chez la famille et après chez les élèves. Oui, on a commencé par les universités parce que ce sont les gens qui sont beaucoup plus proches, mais après on va passer, oui, aux écoles primaires et aux écoles secondaires, mais on va passer par les profs avant d'entrer chez les élèves parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On a fait les choses très très bien, mais la transmission des messages n'est pas claire. Oui, c'est-à-dire, bon, on est au courant que ça qui guérit, c'est la cohérence. Oui, oui. Et alors, on essaie de trouver ou de découvrir quelle est notre cohérence. On est en incohérence qui fait que les politiques publiques ne marchent pas. Oui. Alors, on veut viser certainement sur les plus petits, mais si on travaille chez nous, les âgés, je pense qu'on n'aura pas des effets au niveau de ce qu'on voudrait. Bien, pas d'autres. Oui, moi, je vais poser une question au professeur André Laurent Paradis. Pourquoi chez les animaux il n'y a pas d'obèses, sauf chez ceux qui sont engraissés dans les familles riches qui ont des Là, c'est une erreur absolue. Il suffit de feuilleter la littérature vétérinaire pour voir que l'obésité chez l'animal de compagnie est devenue une dominante pathologie. Avec les troubles associés que vous C'est écrivez, les humains qui sont causes. c'est-à-dire infection cardiovasculaire, c'est-à-dire diabète de type 2, troubles métaboliques, c'est exactement la même chose, lié d'une part à la sédentarité et lié d'autre part à une alimentation excessive, parce que, comme vous le savez, l'animal de compagnie bénéficie d'une nutrition calibrée, dosée, mais en plus, le propriétaire, pour faire plaisir à l'animal, ajoute en fin de repas les restes de table, etc. Donc l'obésité est devenue une dominante pathologie de l'animal de compagnie, bien sûr, pas de l'animal de compagnie. Puisque j'ai la parole, Jacques, si vous m'autorisez, et pour répondre, continuer la réponse de Armando, il a été l'un des promoteurs d'une maison des adolescents créée à Mexico, et nos amis mexicains ont eu l'élégance de demander à l'Académie de médecine de dénommer cette maison des adolescents par un pédopsychiatre français, ce qui a été fait. Il a été inauguré, j'ai eu l'honneur d'aller l'inaugurer avec le gouverneur, et vous recevez, Armando, dans cette maison des adolescents, des jeunes gens qui sont en état de troubles relationnels et un peu en conflit avec eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent en surpoids, et vous les éduquez, à la fois du point de vue alimentaire et du point de vue physique, car il y a une salle de sport qui est ouverte à ces jeunes. Oui, certainement. C'est une petite ambassade franco-mexicaine à Ecatepec, où nous sommes démunis. Et c'est pour des adolescents avec des troubles de l'alimentation et l'obésité. Une petite maison de Solène à la mexicaine. Et c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à la coopération avec la France. Remarque. Bien, il nous reste à féliciter nos amis mexicains, d'abord pour la qualité de leur présentation, et par la chaleur considérable qu'ils ont manifestée vis-à-vis de la France. Vraiment, ça nous encourage énormément à continuer les relations avec eux, car on sent qu'il y a vis-à-vis de la France un désir de coopération, de participation, de reconnaissance très importante. Donc, on vous remercie, on a beaucoup apprécié, vous êtes venus de loin, vous avez passé, je crois, plus d'une semaine en France, l'intérêt que vous avez porté à nos activités, et nous voulons donc occasionnellement
prochainement, si ça se présente, vous rendre bien sûr l'appareil. On n'a pas la Marseillaise.